Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint par Nicolas. Salut Nicolas. Salut Mythe. Alors Nicolas, tu es un petit peu un habitué de la première heure, hein. Tu étais déjà là au 4e épisode de Hot Takes et Slow Burn, on ne te présente plus. J'ai écouté même le pilote pour dire à quel point je suis un OG, mais... Et cette saison, pour cet épisode, c'est toi qui m'as proposé un sujet, puisque tu m'as dit j'ai une hot take et je veux la partager avec toi. Et donc non seulement tu vas la partager avec moi, mais tu vas la partager avec tout notre auditoire. Excellent. J'espère que tu n'as pas trop la J'espère pression. ne décevoir personne. Non. Si. Alors, c'est déjà passé. Hein. Il y a eu l'épisode oui, bien sûr, ouais. avec Vincent sur les Eurojank et l'épisode avec Paul sur Animal Crossing. Donc, c'est loin d'être la première fois qu'on fait l'exercice dans Hot Takes et Slow Burn. Ouais, et je travaille avec des gens qui font de la radio, je devrais pouvoir gérer des situations comme ça. Parfait. Bien, et donc, j'ai envie de dire à toi la parole, puisque je ne sais même pas de quoi on va parler. Ouais, j'ai très bien gardé ça secret. Et donc, Timothée, bienvenue dans les Burnos Secs, le podcast qui sent la dystopie et qui rince vos oignons. Et tu le sais, j'ai un fort tropisme pour Dragon Ball, et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça. Donc je pense que Dragon Ball, c'est comme Mickey, c'est comme Mario, c'est comme les Pokémon, même les gens qui ne sont jamais intéressés de près ou de loin savent ce que c'est, ce que ça évoque, en bien ou en mal. Et on va pas rentrer dans les détails de ce que c'est, de tout ça, parce que Wikipédia est là, mais on va quand même parler un petit peu de 2-3 bases, et voilà, et rappeler que Dragon Ball, donc, c'est un manga créé par Akira Toriyama en 84, je crois, c'est ça, il paraît à ce moment-là, Ouais. il prend la succession de Dr. Slump dans le magazine Shonen Jump, Weekly Shonen Jump. Donc Dr. Slump, c'était déjà, j'espère que vous avez déjà pu lire, et sinon je vous le conseille, même si c'est compliqué de se lancer dans une lecture de genre binge read de Dr. Slump parce que c'est assez particulier, c'est beaucoup de gags très crétins, et Dragon Ball en cela, ça se distinguait vraiment de Dr. Slump. Mais en tout cas, la raison pour laquelle Dragon Ball ça a cartonné dès le début, c'est que au moment où c'est sorti, le Weekly Shonen Jump, c'était les grands héros de ce moment-là, c'était Ryo Saeba de City Hunter, c'était Ken le Survivant, donc Kenshiro, tout ça. Et là, tout d'un coup, tu as Son Goku, un petit bonhomme, un petit personnage qui est introduit et qui part à l'aventure en l'espace de 3-4 pages. Est-ce que tu te rappelles un peu, du coup, quel est ton rapport à Dragon Ball, Timothée ? Est-ce que tu as commencé par la série, par le manga, par exemple ? Est-ce que c'était à l'époque de l'apparition ? Est-ce que c'est à l'époque de la diffusion originale ? Est-ce que tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi ? C'est un petit peu mélangé, c'est-à-dire que on regardait à la télé, et en même temps, il y avait l'apparition aux éditions Glénat qui se faisait en direct, donc j'ai découvert ça via Dragon Ball Z, en fait. Et en même temps que ça passait à la télé, et qu'il y avait la publication Glénat, il y avait aussi les jeux vidéo sur Super Nintendo, les Super Butoden, où on avait tanné nos parents pour les acheter. Donc c'est ça, enfin c'est ça que ça m'évoque, c'est tout est venu un petit peu dans tous les sens en même temps. J'ai des tomes de Dragon Ball, je sais pas quel parent les a achetés quand, à quel moment, ni pour qui.
Je les ai pas tous, mais en même temps, je connais bien toute l'histoire. Donc, c'est beaucoup d'imprégnation culturelle, beaucoup de cassettes vidéo enregistrées parce que c'était encore les vacances dans une autre zone scolaire et donc ça passait tous les matins et donc on saoulait nos parents pendant qu'on allait à l'école pour qu'ils enregistrent Dragon Ball Z et pour être sûr de pas louper, ils enregistraient aussi Sailor Moon avant, comme ça on était sûr d'avoir tout l'épisode de Dragon Ball Z et pas se faire avoir. Voilà, ça m'évoque un peu tout ça en même temps et ça m'a jamais vraiment dérangé d'aborder ça sous plusieurs angles à la fois. Et c'est beaucoup de bons souvenirs parce que ça avait soudé toute notre fratrie autour de cette histoire et des personnages super marquants. Je pense que pour notre génération, c'est un gros pilier culturel et que mon expérience est proche de celle de pas mal de gens qui ont des souvenirs de l'époque où ça passait à la télé, quoi. Bah, de toute façon, on va reparler, je pense, peut-être à un moment des influences, pas trop non plus, en fait, genre, il faut une éternité pour parler de tout ce en quoi Dragon Ball a un peu infusé, que ce soit hors manga ou pas. Mais moi, c'est pareil, moi j'ai un rapport à Dragon Ball. Alors, moi, ma porte d'entrée, c'était les mangas. Et quand j'étais petit, du coup, mais vraiment, quand je lisais pas Arc-en-Ciel, je voyais les tomes de Dragon Ball édition kiosque, Arc-en-Ciel le petit poisson, de mes grands cousins, donc, qui avaient la dizaine d'années, hein. Et c'était Son Goku contre Freezer, tout ça. Et moi, je voyais ça, j'étais fasciné. Je savais que c'était le truc dont d'autres camarades de classe en maternelle, tu vois, parlaient aussi. Donc, tu sais, genre Dragon Ball, c'était déjà un truc pour moi, mais quand je voyais ça concrètement, vu que je regardais pas ça à la télé, que mes parents ils savaient pas trop que je regardais tout, pour moi, c'est des flashs d'épisodes quand je zappais, enfin, les fois où je zappais hors de France 3 à l'époque. C'était quelques pages que je comprenais pas nécessairement à 5 ans. Et en plus, l'histoire à ce moment-là, tu ne peux pas la comprendre. Mais en tout cas, petit à petit, voilà, j'ai accroché ça. C'était une licence qui était là, donc oui, j'ai eu des chaussettes Dragon Ball, j'ai eu des petites figurines Dragon Ball qu'on s'échangeait avec les copains, on jouait avec les cartes Dragon Ball et tout, donc c'était quelque chose, et à la fois, je ne connaissais pas l'histoire de Dragon Ball. Et ça, c'est un truc donc, que j'ai appris. C'est une porte qui s'est un peu étendue grâce à Internet quand j'étais ado et que j'ai pu y aller par moi-même, parce que jusque-là, j'avais les jeux vidéo, mes cousins qui me montraient et tout ça, donc je connaissais les personnages, j'identifiais qui étaient les gentils, qui étaient les méchants, je devinais et tout. Mais concrètement, l'histoire de Dragon Ball, à part les tomes qu'on s'achetait au compte-gouttes quand on entrait au collège avec les copains, l'histoire je la connaissais pas bien. Et je savais que Son Goku en France c'était un gros truc, mais je ne connaissais pas l'histoire de Dragon Ball. Enfin, donc tout ce qui précède l'arrivée de Raditz, par exemple. Donc j'ai passé les 17 premières années de ma vie à petit ajouter des briques à ce que c'était Dragon Ball pour comprendre ce que c'était. Et ça, c'est ce dont on va parler juste après. Mais en tout cas, voilà, moi, au final, c'est une série que j'aime beaucoup parce que c'est un référent culturel qu'on partage avec énormément de monde. Il y a beaucoup de choses à dire. Je trouve que c'est un de ces vieux mangas qui... C'est pas juste parce qu'il a encore une actualité, mais il y a encore des choses à dire sur Dragon Ball, il y a encore du plaisir à redécouvrir ça et tout. Je pense à d'autres vieux mangas, genre Saint Seiya, où c'est un peu compliqué de s'y remettre et d'y retrouver autant de qualité ou de force qu'avec Dragon Ball. Ah oui, ça... L'animé, il y a plein de choses à proposer, mais le manga en soi, c'est un autre délire. Ah, mais même l'animé Saint Seiya, c'est... Si t'étais pas dedans à l'époque, c'est compliqué, hein, parce que je pense qu'il y a des propositions artistiques, musicales et tout, incroyables. Ouais, mais c'est incompréhensible. C'est des gens qui se battent et j'ai gagné parce que j'ai gagné, quoi. T'as pas vu un seul coup porté. T'avais pas un récit qui était très pris au sérieux non plus, tu vois. Genre au début, t'as cette histoire d'armure du Sagittaire. T'as cette histoire d'orphelin réunie par un seul type et tout, t'as cette histoire de tournoi intergalactique et tout. Tout ça, ça vole en éclat au bout de 15 épisodes en fait. Et après, c'est la bagarre qui sont très bien et tout, mais voilà, c'est... Voilà. Et Dragon Ball, c'est un truc qui était beaucoup plus consistant dans son développement, dans ce que tu peux en faire maintenant. Et ce que je voulais
dire, pour conclure un peu sur ce que m'évoque Dragon Ball, tu vas me dire aussi ce que t'en penses. Mais pour moi, Dragon Ball, c'est un truc dans lequel tu rentres souvent parce que c'est de la bagarre. Euh, la porte d'entrée des jeux vidéo, c'est par cet aspect unique aussi, c'est la bagarre. Éventuellement, pour les gens qui ont joué au RPG de l'époque, il y a un peu l'histoire, mais globalement, c'est des gens qui se tapent avec des bananes sur la tête, comme le disaient mes parents. Puis on avance dans Dragon Ball, on comprend l'histoire, on se dit bah tiens c'est cool les relations entre tel personnage, blablabla, on trouve des personnages assez cool en fait, on comprend ce qu'ils sont, tout ça, euh, on comprend les implications de l'histoire, puis après on relie autrement Dragon Ball aussi, donc Dragon Ball les 42 tomes, on perçoit maintenant le côté humoristique, les gags qui marchent super bien, tout ça, et puis plus tard aussi on peut éventuellement développer des analyses sur pourquoi visuellement c'est toujours aussi bien, pourquoi ça marche aussi bien, pourquoi Toriyama avait un sens de la mise en page, du cadrage et du dynamisme qui était bien à lui, qui marchait bien. Donc c'est vraiment une série dont on peut ne pas tarir. C'est pas le bon emploi du mot tarir. On peut ne pas cesser d'avoir des trucs à dire sur cette série. Qu'est-ce que t'en penses ? Jusque-là, je te suis. Tu parlais des cartes Dragon Ball Z dans les cours de récré. Est-ce que toi aussi tu y jouais en lançant les cartes et il fallait être le plus près possible du mur, mais il fallait pas toucher le mur? Mais moi j'en ai perdu comme ça qui sont envolés sur le dessus de la petite pièce qu'il y avait à côté et voilà, j'étais trop petit, je pouvais pas formuler mon problème correctement, j'étais en moyenne ou grande section, je pouvais pas aller voir le concierge pour demander s'il vous plaît ma carte Goku et Vegeta qui est là où vous pouvez me la chercher s'il vous plaît, enfin, elle est brillante et tout. Non, du coup j'ai perdu définitivement des cartes comme ça, pareil pour les POG, mais non. Ah, terrible. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Encore aujourd'hui, si on va dans des coins interlopes des réseaux sociaux, on peut trouver des débats d'amateurs de manga et malgré son ancienneté, Dragon Ball est encore régulièrement évoqué, ce qui n'est pas forcément le cas de Saint Seiya ou Titi Hunter Ouais. ou de Ken Survivant. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça raconte Dragon Ball ? Donc, je vais pas le raconter. Je vais le raconter tel qu'on sait ce que c'est, en fait, parce que du coup, l'histoire un peu changé, l'auteur a rajouté des trucs petit à petit, mais globalement, quand Dragon Ball, c'est l'histoire de Son Goku, donc c'est un jeune enfant issu du peuple des guerriers de l'espace, les Saiyans, qui arrive donc sur Terre, et on l'apprend donc plus tard au cours du récit, avec pour mission initialement de réduire l'espèce humaine afin que la planète soit colonisée. Enfin oui, réduire l'espèce humaine, oui c'est ça. En déglinguer une grande partie pour qu'il ne reste plus beaucoup et que la planète soit colonisable par son peuple dont c'est l'occupation. Son Goku arrive, il fait la rencontre de Son Gohan, un vieil homme, un genre d'ermite qui le prend sous son aile, qui l'entraîne, et qui découvre un jour que Son Goku devient hyper violent au point de se transformer en singe, lorsque c'est la pleine lune, et il en meurt. Suite à un choc à la tête, du coup, occasionné par ça, je sais plus comment ça raconter, mais Son Goku perd son tempérament, et depuis, il a retenu donc, de ça, que Son Gohan lui avait déjà dit, donc il ne regarde plus la lune quand elle est pleine, et donc il cesse d'utiliser, du coup, sans le savoir, cette faculté de se transformer en gorille. Donc le manga est introduit avec une ou deux pages où Son Goku casse du bois à main nue, puis il va chercher son bâton magique pour aller chasser, et la page d'après, boum, les aventures commencent, il rencontre Bulma. Ça va être la première d'une très longue série de rencontres et d'aventures qui caractérisent, on va dire, la première moitié du récit. Donc Bulma, voilà, lui parle des Dragon Ball, lui raconte ce que c'est, ce sont ces 7 boules qui permettent d'exaucer un souhait, et pour ça elle a conçu le Dragon Radar qui va indiquer l'emplacement des différentes boules. Donc la quête, ça va être de se rendre à ces endroits pour les choper. D'aventure en aventure, du coup, Goku fait de nombreuses rencontres, donc c'est ce que j'ai dit, voilà, il y a Bulma, après il y a Oolong, Tortue Géniale, Yamcha, Plume, Chichi, Krillin et compagnie. Donc ça, c'est un truc dont on pourrait éventuellement revenir dessus, mais en tout cas, pour l'instant, du coup, voilà. Donc Goku et Bulma, un jour, donc, en cherchant les Dragon Ball après quelques aventures, donc, trouvent une tortue, donc, qui est la tortue de Kamehouse, c'est ce qu'on apprend. Il la ramène à Tortue Géniale, et Tortue Géniale offre le nuage magique, du coup, en remerciement à Son Goku.
notamment, qui lui permet de se déplacer plus facilement, et du coup ça lui permet d'accéder à de nouveaux endroits, du coup d'accélérer un peu cette quête pour trouver les Dragon Ball. Et donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses, mais est-ce que tu te rappelles, Timothée, de ce qui se passe après en termes de rencontres, de ce qui se passe après cet épisode chez Tortue Géniale, outre le gag de la culotte ou tout ça, juste voilà, il y a ça, mais en tout cas voilà, après Tortue Géniale, est-ce que tu te rappelles, voilà, quels sont tes souvenirs de l'histoire par la suite? En plus, c'est chaud parce que j'ai longtemps eu seulement le tome 1 Ah ouais, en petit. Après, j'ai eu le tome 1 en large. Et longtemps après, j'avais demandé à mes parents d'acheter le tome 2. Donc, c'est des choses que j'ai lues. Il se passe quoi? Est-ce que c'est là que Bulma se fait capturer par un dinosaure volant? non, alors ça c'est la toute première péripétie après la rencontre avec Bulma, mais à la place. Après ils vont. Non, alors du. Non, il y a la montagne de feu. Et Ouais, donc ça c'est encore avant. Enfin, du coup, entre la montagne de feu et le moment où il quitte la première rencontre de Tortue Géniale, est-ce que tu te rappelles un petit peu il rencontre Yamcha, qui est un bandit de grand chemin. exactement? Et Oolong, du coup, juste avant aussi. Oolong, c'est après Tortue Géniale? C'est juste après Tortue Géniale, ouais, il rencontre Oolong, qui ressemble à un petit maoïste. Ouais, un petit cochon kidnappait des maoïste, femmes. et qui est métamorphe, et personne ne sait que c'est un petit cochon. Voilà. Oui, je me Oolong. rappelle, le tome 1 se termine sur Oolong qui se transforme en taureau, si je dis pas de bêtises. C'est possible. Moi, l'édition que j'ai sous les yeux, c'est une édition Glénat, mais tu sais, l'édition jaune où c'était des double tomes kiosque. Donc, c'est l'équivalent de 4 tomes kiosque. Ouais, Mais c'est à peu près ça. Ok. Mais en tout cas, Ok. c'est ça. Donc, du coup, tu as le passage avec Oolong qui se conclut par le bonbon à la diarrhée qui contraint un petit peu Oolong à rester sage pendant le reste du séjour. Est-ce que tu te rappelles de ça? Non, ça fait partie des Ah. trucs dont je me souviens pas trop. Et bah, pour calmer un peu Oolong Un son bonbon côté à la pleutre diarrhée. qui lui donne envie de fuir, bah, du coup, Bulma lui donne innocemment un bonbon. Oolong, Ah oui, je le mange. et Et dès qu'elle après, il a très siffle, mal au ça lui ventre. déclenche, c'est ça. Ah oui. Et suite à ça, donc du coup l'aventure continue, il rencontre Yamcha et Plume dans le désert. Il y a quelques péripéties. La quête des Dragon Ball n'avance pas pour autant, et elle reprend un petit peu quand ils arrivent à la montagne de feu, du coup le palais de Gyumao. Ils y vont, Bulma demande à Son Goku de s'y rendre avec le nuage magique, mais le nuage magique ne suffit pas. Il rencontre Gyumao dit ah t'as le nuage magique, du coup c'est que tu connais Tortue Géniale, tout ça. Bon bah ok, Tortue Géniale, il a ce qu'il faut, donc va le voir. Donc grâce au nuage magique, Son Goku accompagné de Chichi va voir Tortue Géniale. Tortue Géniale dit ah oui bah il faut l'éventail magique, attends 30 secondes. Et comme il s'en était servi comme dessous de plat, il est cassé. Donc il se dit bah écoute, je viens avec vous et on va improviser sur place. Est-ce que tu te rappelles de ce qui se passe une fois que Tortue Géniale arrive là-bas? Oui, Tortue Géniale enlève. Je sais plus s'il enlève ses vêtements ou s'il les déchire en faisant grossir ses muscles. Et il exécute la première d'une longue série de techniques de projection d'énergie qui a rendu Dragon Ball Z célèbre, le premier Kamehameha. Et il utilise la déferlante d'énergie pour éteindre le feu de la montagne. C'est exactement ça. Du coup, la voie est libre grâce à l'utilisation de cette technique. Il trouve le Dragon Ball manquant, Gyumao est content, Chichi a rencontré Sangoku, elle est contente. Sangoku ne s'en rend pas trop compte. Chichi qui est la fille de Gyumao. C'est pour ça que dans Dragon Ball Z, le grand-père de leur enfant, qui s'appelle aussi Sangohan, c'est pour ça que c'est un gros colosse, parce que Gyumao c'est un géant. C'est ça, et qui n'a pas payé pour ses crimes parce qu'apparemment il a tué des gens, d'après ce que dit Tortue Géniale. Oui, mais en même temps, voilà. Vegeta non plus, il a pas beaucoup payé pour ses crimes. Il allait en enfer, il me semble. Un petit peu. Un petit peu, vite fait. Oui, donc, la montagne de feu éteinte, la voie est libre. Voilà. Goku, à ce moment-là, c'est très important, parce que lui, par mimétisme, il essaye de faire un Kamehameha et ça marche. Alors, il me semble qu'il est... Ah oui, il essaye vite fait de renverser une voiture et il y arrive.
C'est ça. Et c'est un peu la marque de fabrique de Goku. Il essaie de faire un truc et ça marche. C'est vrai. Et du coup, voilà, ça fait aussi à ce moment-là une nouvelle technique dans la besace de Sangoku, parce que le Kamehameha, ça va être un truc dont il se servira très souvent, presque à chaque fois, et qu'il ne le quittera plus. Donc c'est une acquisition assez importante dans son aventure. Puis ensuite, ça reprend, le voyage reprend. Euh, je vais mettre ça entre parenthèses, mais on peut en parler. Il y a le voyage qui continue en passant par ce village avec le gang des lapins qui terrorise tout le monde. Moi, j'avais beaucoup aimé cette petite parenthèse un peu avec Dr. Slump, avec le lapin qui transforme les gens, qui touche en carottes. Je trouvais ça horrible. Donc bon, Son Goku expédie les situations. Puis après, il rencontre Pilaf et ses acolytes. Oui. Pilaf qui est un peu un méchant secondaire un petit peu nul, mais globalement, là, est-ce que tu peux raconter comment se solde un petit peu cette série d'épisodes avec Pilaf? Alors, Pilaf réunit les Dragon Ball, est sur le point de faire son vœu, et au dernier moment, c'est Oolong qui sauve la situation en coupant la parole à Pilaf et en souhaitant avoir une petite culotte. Et le dragon sacré, Shenron, exauce le vœu de Oolong et une petite culotte tombe du ciel sur son museau, sur son groin. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ça, d'un peu important par rapport à Son Goku? Sangoku a vu la pleine lune et il s'est transformé en singe géant et il a cassé plein de trucs. C'est ça, ouais, donc c'est la première fois que du coup ce truc, il y a un peu cette réminiscence de... je sais plus si c'est à ce moment-là qu'on en parle, enfin si c'est abordé dans le manga, mais on se reconnecte un peu avec l'enjeu de oups, Sangoku peut être dangereux. Oui, et je crois il sait faire ça. qu'il y a une histoire de le monstre qui a tué mon grand-père et qu'à ce moment-là, il se rend compte qu'en fait, c'est lui le monstre qui a tué son grand-père. Ouais, là j'ai eu un doute, il faudrait que je relise les sans écrits, mais je ne sais plus si c'est à ce moment-là qu'il s'en rend compte ou si c'est pendant le tournoi quand il se repasse un peu la même chose face à Jackie Chun. Toujours est-il qu'ils reprennent du coup leurs aventures, maintenant que du coup le truc du dragon, bah voilà, bon, Dragon Ball c'est fini, ils ont fait leur souhait, bye, bah on passe à autre chose. Sangoku perd sa queue, notamment, qui a été coupée, donc il perd sa faculté de devenir un gorille. Mais il a pris goût quand même à l'entraînement ou à la découverte, donc il va s'entraîner chez Tortue Géniale, il rencontre Krillin, tous deux deviennent considérablement plus forts, il cesse de se battre avec son bâton un peu à ce moment-là, puis tu as un arc tournoi qui est pas trop le sujet de ce dont j'en ai parlé, mais en tout cas qui est assez important, où ils se battent, il y a beaucoup de milestones un petit peu d'étapes qui sont franchies un peu dans leur progression à tous deux. Et Goku récupère sa queue pendant le tournoi. Oui, exact. Et du coup, il se retransforme. Et je crois que c'est à ce moment-là que du coup, il tilt, ou que Tortue Géniale du coup tilt. Ah ouais, c'est comme ça que Gohan est mort. Et il détruit la lune. Donc, l'arc tournoi. Goku reprend ensuite la quête des Dragon Ball. Maintenant, un peu plus spécifiquement parce qu'il veut juste la boule à 4 étoiles. Et ça va occuper quelques tomes parce que du coup, ses adversaires à ce moment-là, du coup, ça va être l'armée du ruban rouge qui a entendu parler de la Dragon Ball et qui est à leur quête également, si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est aussi les Dragon Ball qu'ils convoitent. Oui, pour une raison très très Dr. Slump. Ouais, qui est un peu plus glorieuse que la culotte de Oolong, mais c'est un peu le même registre. C'est ça. Il va donc rencontrer le ruban rouge, ses ennemis, va y avoir quelques reconnexions avec Bulma et Krillin, il va aller au QG du ruban rouge pour défoncer des gens et repartir. Ensuite, il va aller sur l'île de Tortue Géniale, ils vont aller dans l'eau avec un petit sous-marin, ils vont aller explorer une grotte, puis un autre QG du ruban rouge, affronter quelques boss, tout ça. Il y a ensuite une digression dans le village pingouin de Dr. Slump, littéralement un caméo. Et à ce moment-là, donc, on apprend que le ruban rouge, il se dit, bon, il est un petit peu balèze, celui-là, on va envoyer Tao Pai Pai. C'est vrai. Et Tao Pai Pai, c'est un peu un shift, un petit peu dans un début shift, on va dire, en termes de registre, d'enjeu. Oui. Comment tu te rappelles de Tao Pai Pai? Tao Pai Pai, c'est un homme en tenue traditionnelle chinoise avec une moustache et des longs cheveux noirs en natte.
qui se déplace en balançant des gros rondins de bois et en sautant dessus, un petit peu comme on ferait dans Breath of the Wild. Et c'est un assassin professionnel qui est le frère du maître des grues, le grand rival de Tortue Géniale. Exactement, ouais. Donc, la suite de l'histoire, voilà, continue un peu à explorer un peu tout ça. Goku doit, pour vaincre Tao Pai Pai, se rendre dans un nouvel endroit, la tour de Maître Karine ou Matou Malin, je crois, pour y devenir plus fort. Et donc, au Japon, c'était août 86. Le moment Ouais, j'aurais dit que c'était à où peu les près 86. C'est ça, le moment où ce chapitre sur Tao Pai Pai, une de ses premières introductions, je crois, est arrivé. Est-ce que, en termes de jeux vidéo... Non, je vais pas te poser la question. Comment introduire ça? Si on en revenait un petit peu au caractère de Son Goku, un truc qui le caractérise, c'est que lui, il a un rapport très pur et très enthousiaste au combat. Ouais, c'est ça. Et Son Goku, littéralement, il s'amuse à chaque fois qu'il va se battre. Et par cette petite phrase où je dis que Son Goku s'amuse, j'entame un peu le pivot, un peu en termes de... Parce qu'en 86, je l'ai sorti venir. En 86, En 86 sort sur NES un jeu d'action-exploration avec une ambiance spatiale un petit peu oppressante. Qui n'est autre que Metroid. Absolument. Qui a mis quelques temps avant de sortir, qui a demandé, en recoupant quelques interviews, ça avait quand même pris quelques années. Mais voilà. Moi, j'ai une culture un peu scientifique, du coup, grâce à mes 2 terminales. Donc, j'ai une culture un peu de la prudence dans mes affirmations, donc j'aime bien prendre des pincettes, et voilà. Mais là, pour le coup, ma petite idée, c'est que Dragon Ball, en fait, est en fait la matrice des Metroidvania. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a le héros qui arrive, qui est démuni de ses pouvoirs au début. Il est fort, il les perd. Il doit les reconstituer petit à petit. Ses pouvoirs lui donnent des accès à de nouveaux endroits. Il y a l'endroit du feu. Il y a l'endroit de l'eau. Il y a la grotte. Les Seigen sont une espèce qui parasite dans un sens les planètes où ils se rendent. Ah, c'est incroyable. Mais en fait, dès que... Son Goku... Et bon, ça c'est la suite, du coup. Metroid était sorti à ce stade-là. Mais ça continue encore comme ça. Son Goku utilise son bâton magique. Donc c'est la faculté de son bâton magique pour... Il le consomme même pour accéder encore à un nouvel endroit, qui est la tour du Tout-Puissant. Donc tu vois, ça ne cesse pas. Et effectivement, nouvelles capacités, nouveaux pouvoirs, accéder à de nouveaux endroits, même encore après... Ils utilisent un vaisseau spatial pour aller sur la planète Namek. Et puis après, il y a les transformations. Là, ça se croise bizarrement parce que... Ouais, à part la fin de Metroid Dread, bon... parce qu'en 1991, dans le premier Sonic, il n'y a que 6 Chaos Emeralds et Sonic se transforme pas. Bizarrement, en 92, dans Sonic 2, il y en a 7 au lieu de 6, et il se transforme en Super Sonic, qui, on va pas se mentir, hein, c'est un Super Saiyan. Hein. Là, de toute façon, c'est ce dont on parlait un petit peu au début, c'est-à-dire à quel point, tu ne peux plus faire un personnage qui se transforme sans le savoir mentionner Son Goku, sous quoi la transformation est en jaune ou tout ça. Enfin voilà, c'est un peu à ce point que c'est infusé Dragon Ball partout. Oui, c'est vrai, c'est une histoire de transformation. Alors effectivement, mais ta manière de raconter l'histoire de Dragon Ball, j'ai senti que tu voulais parler de ça. Voilà, une nouvelle acquisition qui permet d'accéder à de nouveaux endroits. Voilà. La CS nuage magique pour recouper avec la possibilité que ce soit un Pokémon avant l'heure aussi. Évidemment. Parce qu'il fait des rencontres, il fait des combats et ça fait des nouveaux amis. Donc comme dans Pokémon finalement. Autre point de crispation sur le thème des Metroidvania et leur définition, mais pour beaucoup, il faut que ce soit en 2D. Pardon, mais le support de diffusion de Dragon Ball, que ce soit l'animé ou le manga, c'est un plan 2D. C'est vrai. Donc ça match, ça coche cette case également.
Et les jeux de combat Dragon Ball, pendant longtemps, ça a été en 2D. Hein. Exactement. Et Euh, c'est même revenu à la 2D avec Dragon Ball FighterZ en 2018. Autre coïncidence troublante, le rayon chargé de Samus, qui est plus puissant quand elle le concentre et qu'elle le relâche, par exemple. Le mot super aussi utilisé pour parler du Super Saiyan et qui du coup précède un peu l'arrivée de la Super Nintendo et de Super Metroid. Je pense que tout cela mène à croire que tout était sous les yeux de Toriyama, que c'est lui qui a tout conçu, et que ce n'est pas juste Alien qui a inspiré Metroid. Parce que Dragon Ball a mécaniquement construit les Metroidvania. C'est là où je voulais en venir. C'est beau, ça me plaît. C'est une très belle hot take. En plus, j'y avais jamais pensé. Donc là, je suis émerveillé par la qualité de ta rhétorique. Félicitations pour cette très belle hot take. Surtout que c'est écrit sur la page Wikipédia que Metroid ça a été inspiré par Alien, jusqu'au point où le premier, tu rencontres la créature titulaire vers la fin, le deuxième, tu vas sur la planète de la créature pour les exterminer et tu es leur reine, le quatrième, l'héroïne est infusée avec l'ADN de la créature. Ça. Ça Ouais, t'avais ça va développé loin. tout ça avec Pete, j'ai réécouté l'épisode aussi. Mais en fait, c'est ça, Alien ne pouvait pas suffire, parce qu'en fait, si Alien n'avait été que leur seule source d'inspiration, Metroid, ça aurait été juste un long niveau final de R-Type ou de Contra, en fait, et rien de plus. Mais comme Dragon Ball était là, qu'il a apporté des idées, des mécaniques, un rapport au monde, au déplacement, au fait que, ah oui, tiens, une faculté qu'on perd ou qu'on gagne qui ouvre de nouveaux accès, voilà, c'est ça. Le plan est là. Le plan est là, tout était là depuis le début. Et ben c'est bien parce que je pensais déjà beaucoup à Dragon Ball devant beaucoup de produits culturels que je visionne ou que je lis ou auxquels je joue. Ouais. Je suis positivement ravi de voir qu'il y en a d'autres. Non, mais enfin, c'est ce qu'on dit au début. Bon, en fait, moi, je voulais qu'on parle un petit peu de Dragon Ball, mais moi, je savais un petit peu quel était mon petit fil rouge et quelle était sa conclusion. Et finalement, ça empêche un petit peu de parler de soit des impacts de Dragon Ball ou soit de tous les trucs un peu, tu sais, qu'on a rapidement dégrossi sur la variété d'approches qu'on peut avoir par rapport à soit au manga, soit à la série ou tout ça. En fait, il y a énormément de choses à dire dessus sur ce que ça a inspiré, sur tout ça, quoi. Comme ça a infusé, tu vois, tu parlais de Sonic. Bon, les jeux vidéo Dragon Ball, c'est toute une histoire aussi. Mais bon, ça a été énormément abordé, cet aspect-là. Mais bon, pour moi, on peut pas manquer de trucs à dire sur cette série. Bah oui, ça ne s'arrête jamais. C'est formidable. Bah écoute, merci beaucoup pour cette magnifique hot take, Nicolas. Bah, avec plaisir. Voilà, Du coup, je peux recommencer à regarder mes pieds dans le métro plutôt que de griffonner des trucs dans un carnet comme dans 8 Miles. Terrible. Tu peux écouter des podcasts dans le métro. Ouais, bah maintenant je vais pouvoir faire ça, ouais. Et donc, je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu, et peut-être, autre chose, un nouveau podcast qui sera possiblement déjà sorti quand vous entendrez cet épisode de Hot Takes et Slow Burn. Vous pouvez nous retrouver sur htsb.fr pour tous les épisodes, ainsi que dans toutes les bonnes crèmeries de podcast, que ce soit du Apple Podcast, du Spotify, votre podcatcher préféré sur votre téléphone. Nous sommes partout. Vous pouvez m'envoyer vos messages d'admiration ou d'insultes sur hottakes.slowburn@gmail.com. Laissez un commentaire, donnez 5 étoiles, ça mange pas de pain, évidemment, ça nous fait plaisir. On est sur Discord, le Discord de Studio Carton C, venez dire coucou, on est très sympa, et vous pourrez y interagir avec plusieurs tauliers de Hot Takes et Slow Burn, ainsi que les aficionados et aficionadas de Pragmastic, donc n'hésitez pas, et puis je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la promo, donc
Bah C'est ça. écoute Nico, merci encore pour cette proposition. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythlamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde.